présenter que des histoires cliniques devant lesquelles j'ai eu des problèmes diagnostiques. Donc, par respect pour l'orateur, j'aimerais que vous ne livriez pas le diagnostic trop rapidement. Sans plus tarder, 3 semaines, Charlotte est allaitée au sein. Elle a un ictère au lait de mer comme beaucoup de nourrissons. Elle est agitée, elle a des pleurs excessifs. Et puis, avec ses vomissements, elle a des filets de sang qui m'amènent à lui faire une endoscopie. Et cette endoscopie est complètement normale. Et par ce même, c'est bien parce que ça va probablement déclencher, du fait de cette stimulation lumineuse intermittente, une absence à un moment ou à un autre. Je vais essayer, hein. Je fais de la gastro-entérologie, pas de la neurologie, mais ça va être très très difficile. J'adore faire ces topos en boîte de nuit. Alors, l'endoscopie est normale et quand je finis le geste chez cet enfant qui est tout petit et que j'avais endoscopé sans anesthésie générale, je dis à mon infirmière de bloc, je dis, il est quand même pas en forme là ce bébé, il a fait un malaise. Elle me dit non, le scope n'a absolument pas branché pendant l'endoscopie, il n'y avait pas du tout de bradycardie, ni rien du tout. Et je vois le bébé quand même un petit peu particulier dans le contact. Et je me dis, bon... et puis voilà, hein, un bébé tout pâle, pas bien. Je me suis dit, il n'a pas dû bien supporter l'endoscopie. Et puis, 1 heure après, je le revois en salle de réveil alors que je ne l'avais pas endormi. Et toujours pareil. Et je dis, mais on l'a prémédiqué, on lui a fait quelque chose. Non. Un enfant qui vomit, qui a des troubles du comportement, qui se pérennise. Le fait qu'il ait vomi du sang est probablement dû à ce qu'on appelle un syndrome de Mallory-Weiss. Et évidemment, j'ai la réaction que vous avez toutes et tous ici, c'est-à-dire que même s'il a 3 semaines, je lui prends un peu le périmètre crânien, je lui fais un examen neurologique et sans plus d'autres précautions oratoires, on arrive au résultat d'hémorragie intracérébrale. Une hémorragie intracérébrale chez le tout petit, si petit, je me dis, probablement la mère n'a pas dû lui donner la vitamine K. Et je demande à la mère, mais vous lui avez donné la vitamine K? Elle me dit, mais oui, je lui ai donné la vitamine K. Je rappelle qu'en France, on propose de donner la vitamine K systématiquement chez tous les nourrissons. Alors le moyen mnémotechnique que j'aime bien proposer, c'est H4, J4, S4. D'accord, 4e heure, 4e jour, 4e semaine. On sait que ça c'est pour les allaitements maternels exclusifs et que pour les allaitements artificiels, les 2 premières administrations sont indispensables et la 3e est facultative. Mais enfin, comme il n'y a pas d'hypervitaminose K chez le nourrisson avec ces doses de 2 mg, on aime bien donner pour tous les 3 nourrissons. Pour tous les nourrissons, c'est 3 doses. Je ne sais pas comment vous faites au Maroc, mais c'est quelque chose qui fonctionne assez bien pour éliminer la maladie hémorragique du nouveau-né qui, ici, était plausible comme diagnostic. Et on le sait, hein, que l'enfant qui est au lait de mer, dans le lait de mer, il n'y a pas assez de vitamine K, il n'y a pas assez de vitamine D. Ce sont les 2 vitamines qu'on doit évidemment proposer aux nourrissons. Mais là, la mère est formelle. Elle a donné la vitamine K. Et donc, je suis dans une impasse diagnostique quand le bébé me propose effectivement, lui, de faire le diagnostic en exonérant au moment où je l'examine. Et voilà sa couche qui, comme vous le voyez, était un petit peu verte, un petit peu marron, un petit peu blanc, et ça, je vais reprendre pas à pas les paroles de mon maître, le professeur Olivier Bernard. Comme vous le savez, les bébés font caca et pipi dans la couche, souvent en même temps, et que quand on a des selles décolorées, eh bien, si jamais le bébé a des urines foncées en même temps, juste avant ou juste après, eh bien, le foncé sur le décoloré, c'est pas blanc.
Et donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut avoir en tête. Alors sur notre carnet de santé, on a ce qu'on appelle l'alerte jaune avec les couleurs. Mais il faut savoir que ces deux couleurs-là sont des couleurs qui sont des couleurs pathologiques. Et donc il faut bien l'avoir dans l'œil, il faut bien avertir nos parents que leurs nourrissons, quand ils ont des selles jaunes pâles ou beige, eh ben, il faut absolument qu'il y ait un contexte. Donc là, on était devant une suspicion de forte cholestase, et je vous rappelle que le bébé a 3 semaines. 3 semaines, c'est vraiment le deadline, et je vous propose, hein, c'est ce qu'on fait nous, un bébé qui a 3 semaines et qui est encore jaune, même s'il est au lait de mère, il faut un dosage de bilirubine, même s'il a été flashé, même s'il a eu un ictère un peu intense qui va un petit peu mieux. Un bébé qui a plus de 3 semaines doit avoir un taux de bilirubinémie pour voir quel est le taux de bilirubine conjugué qui est probablement ou possiblement responsable de cet ictère. Alors, on lui fait une échographie hépatobiliaire et il est certain que devant une décoloration des selles complète et permanente, parfois l'échographie donne le diagnostic avec une lithiase biliaire que le docteur Ruiz va vous détailler lors de la prochaine conférence, un kyste du cholédoque ou une sténose congénitale. On l'envoie chez le chirurgien, l'échographiste fait le diagnostic, le chirurgien traite l'enfant et tout le monde est content puisque cette cholestase va être régressive. Par contre, parfois, on a un cholédoque qui a un kyste, mais un kyste qui est un petit peu important. Et quand on voit un kyste du cholédoque, il faut systématiquement demander à l'échographiste, systématiquement, alors qu'il voit quand même une boule, hein. Tout le monde a vu la boule, là, hein. D'accord? Comment est la rate? Alors, quel est le rapport? Eh bien, on sait, et on le voit ici, je vous l'ai mis en surlignage, hein, d'accord, que quand on a une sorte de kyste du cholédoque qui peut être pris pour un kyste hilaire, comme un kyste hilaire peut être pris pour un kyste du cholédoque, il faut regarder comment est la rate et comment sont les veines caves inférieures rétrohépatiques, comment est la veine porte préduodénale, est-ce qu'il n'y a pas un petit situs inversus ou une position mésentère commun, c'est-à-dire l'angle de Tretz qui est soit à droite, soit médian, soit une artère hépatique gauche qu'on voit très bien au Doppler. Autrement dit, et c'est ça mon message, c'est que devant un ictère persistant, vous voyez un kyste hilaire ou un kyste du cholédoque, il faut être sûr que nous ne soyons pas devant des signes qui vont évoquer une atrésie des voies biliaires qui va nécessiter une prise en charge spécifique que nous ne détaillerons pas ici. Donc attention à ces diagnostics, d'autant plus que la vésicule biliaire, on la voit dans 20% des atrésies des voies biliaires. Donc le fait qu'il y ait une vésicule biliaire présente n'est absolument pas pathognomonique du diagnostic ou pas. Et surtout, si l'échographiste vous dit, alors je sais que vous travaillez avec des excellents échographistes, mais si l'échographiste vous dit on voit bien la voie biliaire qui n'est pas dilatée, je rappelle que toute voie biliaire chez un nouveau-né est une voie biliaire dilatée parce qu'on ne la voit pas. D'accord ? Donc ça, c'est des messages forts, nous qui ne sommes pas radiologues, pour avoir ça en feedback. Parfois, quand l'enfant est la jaunisse, il nous porte le diagnostic. Ici, vous le voyez. On voit la 2. Vous savez que dans ces situations-là, qu'est-ce que vous allez faire? Un petit bilan pour regarder s'il n'a pas la fameuse vertèbre en diabolo, s'il n'a pas les différentes anomalies qui, au niveau cardiaque, au niveau oculaire et au niveau vertébral, vont aller vers le diagnostic de syndrome d'Alagille. Là, c'est un diagnostic qui est aisé. D'accord ? L'autre élément qui peut donner des selles complètement blanches, c'est le déficit en alpha-antitrypsine. Il faut savoir
avoir cette hypothèse diagnostique. Il n'y a pas besoin d'aller faire une biopsie hépatique. Le déficit en alpha-antitrypsine est un diagnostic que nous pouvons tout à fait réaliser. Autrement dit, vous le voyez bien, selle blanche, si l'origine est intrahépatique, on a 3 types de diagnostics possibles et surtout, l'atrésie des voies biliaires est une urgence qu'il faut savoir confier aux chirurgiens. Parfois, on a une cholestase néonatale et devant cette cholestase néonatale, eh bien, on fait systématiquement un ECBU. Si le bébé a moins d'1 mois, vous savez qu'on fait encore les ECBU. Au-dessus d'1 mois, une bandelette urinaire est assez satisfaisante. Et vous avez parfois une infection à Escherichia coli. Et je rappelle que l'Escherichia coli K1 est un inhibiteur de la résorption du canalicule biliaire et qu'il peut être responsable d'une cholestase, mais les selles ne sont jamais complètement blanches. Elles sont souvent uniquement décolorées et nous avons eu plusieurs observations où l'enfant avait à la fois la pyélonéphrite et à la fois une atrésie des voies biliaires. Donc faisons attention de voir si tout traitement, l'enfant a bien une résorption de sa cholestase et si le bilan hépatique se normalise de manière évidente. Autrement dit, là vous voyez c'est assez simple, la cholestase, soit on est dans le cadre d'une insuffisance hépatocellulaire, c'est quelque chose d'autre, soit le TP est normal, et là, les 2 diagnostics à faire sont l'atrésie des voies biliaires, parce qu'il faut la confier au chirurgien, et la pyélonéphrite, parce qu'il faut la traiter. Mais avant toute chose, vous avez ça au cabinet, et c'est ça qui se passe. C'est le bébé, il a 15 jours, vous dites qu'il n'y a pas de problème, c'est un ictérolait de mer, il grandit bien, il grossit bien, je rappelle. D'accord ? Et puis, au bout de 3 semaines, vous lui faites le dosage, et là, vous trouvez la bilirubine conjuguée un peu élevée. Et là, vous appelez votre collègue et votre référent à l'hôpital, ou bien si vous êtes hospitalier, vous appelez votre chirurgien, votre radiologue pour essayer que la prise en charge soit optimale. Mais avant d'avoir le rendez-vous, avant de confier ce bébé, il faut que vous vous assuriez de faire quelque chose que je n'avais pas toujours fait jusqu'à présent et jusqu'à avoir cette observation de maladie hémorragique néonatale chez cet enfant cholestatique, c'est de faire de la vitamine K en parentérale. Vous ne pouvez pas ne confier un enfant sans lui avoir fait 2 mg d'injection ou 5 de vitamine K en parentérale chez cet enfant cholestatique. Donc vous voyez, c'est assez simple. 2 histoires qui m'ont posé souci. Un, cette pyélonéphrite qui en fait était une atrésie des voies biliaires masquée, et l'autre avec ces selles qui étaient à la fois colorées, décolorées. Et j'aime bien qu'ensemble, et nous le citons toujours avec plaisir, savoir qu'un ictère qui se prolonge au-delà du 15e jour, c'est pas banal, et à 3 semaines, j'exige d'avoir un taux de bilirubine. Attention, ces enfants grossissent bien, grandissent bien, jusqu'à 1 mois, jusqu'à 2 mois, jusqu'à 3 mois. Attention, parfois la bilirubine, elle est modérément élevée. Et on a l'impression que l'atrésie des voies biliaires, qui est un diagnostic potentiellement grave, va donner un ictère franc. Pas toujours. Attention donc à cette vésicule biliaire présente ou des voies biliaires bien visibles. Si elles sont visibles, c'est qu'elles sont dilatées. Attention, parce que c'est vrai que ça existe, les hépatites torches à CMV. Attention, l'infection à CMV donne exceptionnellement des cholestases qui sont des cholestases importantes. Donc, ne pas dire « Oh ben, il fait une petite hépatite à CMV avec... J'avais un de mes collègues qui m'a dit « Oh, il doit avoir un petit léchage du CMV. » Je ne connais pas l'activité linguistique ou glottique du CMV. D'accord ? Donc, attention. Et donc, on peut avoir une infection urinaire, ça peut donner effectivement une cholestase, mais attention à l'atrésie des voies biliaires sous-jacentes. La bili-IRM n'a aucun intérêt, bien sûr. Maëlys, 14 mois, sans aucune transition, je vois que je suis timé, a une gastro-entérite, pas de déshydratation, tout est bien, et on lui fait un bilan hépatique. Pourquoi ? Parce que le bilan, le médecin traitant lui a fait un bilan hépatique. Et donc, la mère arrive et elle a fait de la télémédecine. Vous avez de la télémédecine chez vous ? Donc, elle a envoyé un mot, télémédecine, elle dit, voilà, j'ai un enfant qui va bien, mon médecin... Alors, elle n'a pas fait la télémédecine avec le même médecin qu'elle a vu.
avec un autre médecin. Et le médecin a fait ça, et il a trouvé des phosphatases alcalines à 3860. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci de vous répondre le plus rapidement possible. Et alors, à ce moment-là, de manière extrêmement convaincue, l'orateur de la télémédecine dit à la maman, il faut consulter un spécialiste. Alors là, on est très avancé. Entre le médecin traitant qui dit, comme il va bien, ça ne doit pas être bien grave. Oui, mais docteur, c'est pas normal. Il me dit, non, mais ça ne doit pas être bien grave. Vous rappelez que rassurer une maman, c'est lui expliquer. Et le télémédecineur qui dit, il faut aller voir un spécialiste. Et donc, malheureusement, cet enfant vient vers moi et la mère dit, vous êtes le spécialiste. J'ai dit, je ne sais pas, de quoi? Et il me dit, voilà, mon enfant va bien. J'ai dit, ah, ça, je suis spécialiste des enfants qui vont bien. Et elle me dit, oui, il a les phosphatases alcalines élevées. Alors, j'étais prêt à lui dire, hein, les phosphatases alcalines élevées, comme on le sait, tous les enfants ont une activité ostéoblastique et donc avoir 300, 500, le double, hein, évidemment, on est tranquille. Hein. Sauf qu'elle me montre le chiffre, et là, je dis 3860. Elle me dit, oui, j'ai regardé sur Wikipédia. Après la télémédecine, elle fait Wikipédia. Elle a dit, oui, j'ai vu que ça pouvait être des métastases osseuses du cancer de la prostate. J'ai dit, bah, écoutez, chez une fille, ça va être difficile. Et à cet âge-là, je pense que j'ai les moyens de vous rassurer, madame. Et elle me dit, OK. Et elle me dit, OK, docteur, ben alors qu'est-ce que c'est? Et là, j'avoue que, vous voyez, j'ai 3 minutes 32 pour vous en parler. C'est un petit peu compliqué. Parce que je n'avais absolument aucune idée. Pour moi, c'est avant tout un enfant qui soit un problème de cholestase, mais lui, il n'en avait absolument pas, soit c'est un enfant qui a une fracture ou qui a eu une lésion osseuse, soit c'est évidemment le rachitisme. Et la mère m'assure qu'elle a vitamine D et l'enfant n'a aucune nouure, a un examen clinique qui est normal, normal, normal. Et c'est là où je vous conseille, en cabinet ou à l'hôpital, d'avoir une sorte d'inclinaison de l'écran de l'ordinateur qui n'est pas visible pour la mère et qui est complètement opposé à la table d'examen. Je dis à madame, écoutez, c'est assez simple, allez poser votre enfant, je vais l'examiner, commencez à la déshabiller, d'accord? Souvent, je fais jamais ça, parce qu'une mère qui déshabille, on s'en prend pour 10 minutes. Maman, mon chéri, elle déshabille en même temps. Tu vas dire, hey, oh, j'ai pas que ça à faire, hop, hop, direct. Hein. Ça vous énerve. Hein. Vous savez, quand ils mettent le fil à côté, le fil derrière, tu as envie de lui dire, mais amène-le tout nu, quoi, qu'on n'en parle plus. Surtout à Rabat, il fait toujours beau. Et là, pendant qu'elle la regarde, je mets, alors je suis toujours, hein, l'ordinateur, il a fonction favori en consultation, PubMed. Et alors, à ce moment-là, j'ai PubMed, et je traite, et je vois hyperphosphatémie. Et qu'est-ce qui apparaît en deuxième? Hyperphosphatasémie transitoire. Je clique immédiatement, avec un plaisir non dissimulé. Je dis, c'est bon, vous avez fini de la déshabiller? Non, pas encore. Prenez votre temps, madame, parce que là, j'ai le temps d'appuyer et d'arriver sur un diagnostic que j'ignorais avant que cela me soit familier. L'hyperphosphatasémie transitoire bénigne du petit enfant, voilà, c'est entre 2 mois et 5 ans. L'incidence est quand même loin d'être nulle. J'ignorais avant qu'on me l'emmène, hein, et je remercie la télémédecine de faire appel à des spécialistes comme moi qui n'y connaissent rien pour parfaire ma culture médicale en hépatologie en particulier. Alors, en allant un petit peu plus loin, surtout en parlant avec Justine Baqueta sur cette pathologie, elle me dit il faut quand même doser des LDH parce que parfois, quand les phosphatases alcalines sont très 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 élevées, on peut être dans un processus qui est un processus prétumoral. Donc c'est quand même bien d'être rassuré d'avoir des LDH qui ne sont pas, elles aussi, à 1000 fois la norme. On continue avec 2 gros foies. D'accord? Ça, c'est 2 enfants que j'ai adressés ensuite à Dominique Debré à l'hôpital Necker. Voilà, 2 mois hépatomégalie molle. Vous voyez que là, on est quand même dans de l'hépatomégalie. Hein? D'accord? Et 10 mois hépatomégalie dure. On va commencer avec le mou. Bah, il est ballonné, pourquoi? Parce qu'il a un gros foie. D'accord? Et la mère... Et c'est pour ça que je l'ai vu en consultation, c'est parce que l'enfant se lève toutes les nuits.
Il se lève toutes les nuits. À 2 mois au début, bon, ça ne m'a pas trop inquiété, sauf que le pédiatre m'a adressé en me disant « Oui, vraiment, c'est des coliques du nourrisson et des coliques nocturnes, c'est absolument insupportable. D'ailleurs, il se ballonne, il doit être constipé. La mère lui met un suppôt tous les jours, mais malgré ça, ça ne passe pas. » Alors, quand je vous montre le truc, vous me dites « Quand même, il aurait dû palper le foie. » Mais vous savez, quand c'est ballonné, parfois, on ne sait pas trop. Surtout quand c'est mou. On se dit « Est-ce que c'est... » Bref. Pourquoi l'enfant ne dort pas? C'est parce qu'il a besoin de boire. Pourquoi il a besoin de boire? C'est parce qu'il se met en hypoglycémie fréquemment. Et là, vous avez fait le diagnostic de glycogénose de type 1. Hépatomégalie dure chez un enfant qui va bien, qui a 10 mois, d'accord? Et lui, il se plaint de rien. Pourquoi c'est le pédiatre qui m'a dit, voilà, lors d'un examen clinique normal, j'ai fait hépatomégalie dure. Est-ce que je vous l'envoie d'abord ou est-ce que je fais un scan direct? Je dis, envoie-le-moi et puis on verra. Quelle est la réaction à avoir? Je lui fais un bilan hépatique normal. Et donc, il faut doser les alpha-fétoprotéines de manière systématique. Hépatomégalie dure chez un enfant asymptomatique, c'est des gros foies, hein. Ce n'est pas un travers de doigt, hein. D'accord? Il faut doser l'alpha-fétoprotéine. Pourquoi? Parce que l'alpha-fétoprotéine, attention, elle peut être élevée en particulier chez les enfants cholestatiques. Donc il ne faut pas dire que l'enfant il a à la fois une cholestase intrafamiliale et en même temps une tumeur du foie. Ça peut donner aussi... il y a certaines maladies métaboliques qui donnent une augmentation des alpha-fétaux, mais ce que je voudrais, c'est ça surtout. C'est que vous sachiez que si jamais vous êtes avec un enfant, comme j'en ai vu beaucoup, hein, qui a 15 jours, 1 mois, vous savez, et ces enfants qui boivent pas bien, ils ont le foie qui est un peu confortable, et là, il y a le médecin traitant qui dose des alpha-fétaux, et il a 24 000. 24 000, l'enfant il a 15 jours, et on me l'adresse pour tumeur du foie. Et je vous rappelle que dans tumeur, il y a quand même, si on épelle, tu meurs. C'est pas une ambiance détendue, vous voyez. Surtout que quand on dit on a les foies, on se fait de la bile, tout ça, ça a quand même des connotations qui sont péjoratives. Donc là, on peut rassurer quand même la maman, hein. Donc ça, j'ai besoin que vous ayez ça en tête. Pourquoi? Parce que, avant de le savoir, je l'ignorais complètement. Je rappelle, il y a toujours un externe qui sommeille en nous, vous savez. Il y a toujours une petite idée en disant « mais au fait, quelle est la taille de la flèche hépatique ?» Et là, bing, je dis « j'étais à la Pélip, c'est facile. À 3 ans, c'est à peu près 7 cm. » C'est important parce qu'évidemment, entre 12 ans et à la naissance, on n'a pas une mesure de foie qui est identique. Donc ça sert pour tout le monde. Un nourrisson qui boit mal, et la mère dit « Oui, je palpe, il boit mal, il est aux urgences, hein, il boit mal et je sens qu'il a des boules sous la peau. » Et l'interne qui me dit, écoute, elle délire complètement, je crois que c'est la mère qui a les boules. Je lui dis, écoute, il faut toujours écouter les mères. Et elle me dit, oui, la mère dit, vous comprenez, il y a des petites boules qu'on sent sous la peau. Et c'est vrai qu'à la fois au niveau pelvien, et puis au niveau sous-axillaire, et puis même, on le sent dans l'aine, on sent des petites boules. C'est vrai, la mère a raison. Nourrisson qui boit mal, des petites boules, bon, je lui palpe le foie, gros foie. Et là, je dis à l'interne, gros foie, il boit mal, il faut lui faire une radio de thorax, c'est une cardiopathie, jusqu'à preuve du contraire, on lui fait la radio de thorax qui est normale. Et là, l'interne me dit, c'est toi qui as les boules maintenant. Il y a quand même, il ne faut jamais qu'il y ait trop de proximité entre l'interne et le... Jamais. Parce qu'après, on a le retour de Jedi, vous voyez. Et donc, je dis, bon, ok, je lui dis, mais alors, qu'est-ce que t'en penses? Toujours, avoir le côté, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, moi, tu lui as palpé un bon foie, s'il a un petit foie, je lui dis, non, une hépatomégalie. Il me dit, ouais, mais petit foie, quand on dit un petit, c'est il a un gros foie, en fait. Je lui ferais bien un scanner. Je lui dis, direct? Il me dit, ouais, je lui ferais bien un scanner. Et il a eu raison.
Je vous mets ici deux formes cliniques. Vous voyez, un gros foie, il est gros, hein, avec des zones anéchogènes. Ça, c'est la forme clinique, qui est une forme clinique qu'on aime bien dans cette maladie terrible qui est le neuroblastome, puisque la métastase hépatique d'un neuroblastome qui peut parfois être isolé s'intègre dans le cadre de ce qu'on appelle le syndrome de Pepper, comme le poivre. Et ça, c'est une forme atypique et une forme métastatique de neuroblastome qu'on n'aime pas du tout, avec des zones et des ecchymoses en lorgnette périorbitaire. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Hutchinson. Cet enfant, je l'ai vu parce qu'il y avait une diarrhée très importante dans le cadre de sécrétion de vaso-intestinal peptide. J'ai encore 5 petites minutes pour continuer peut-être, très très rapidement. Donc un enfant qui a une hépatomégalie de consistance normale et qui se décompense lors d'une gastroentérite, il faut le suivre. Et si vous voyez que ça ne s'améliore pas et que la gastroentérite a été véritablement un moment clé dans cette décompensation de cette maladie hépatique et que l'échographie est normale et que tous les bilans que vous puissiez faire sont normaux, n'hésitez pas à demander est-ce qu'il a le dégoût des sucres. On en voit peu, mais la fructosémie, si on ne pose pas le diagnostic, on ne l'a pas. D'accord ? La diarrhée, ça contient du saccharose. Certains solutés contiennent du saccharose et donc sont responsables de cette pathologie. Hépatomégalie de consistance ferme, ça peut être aussi évidemment une mucoviscidose, mais beaucoup plus tard. D'accord ? Et on peut avoir aussi des éléments d'imagerie qui sont inversement proportionnels à l'inquiétude que cela doit générer, c'est-à-dire que sur un bilan hépatique normal, quand vous avez un angiome solitaire, vous pouvez rassurer, et si vous avez par contre une situation avec un angiome multinodulaire, il va falloir les suivre avec un dosage d'alpha-fétoprotéines régulier. Donc, hépatomégalie, comme vous voyez, je vais vite. Là, vous avez un petit algorithme que les spécialistes m'ont confié et qui permet de vous montrer les différents diagnostics de l'hépatomégalie. D'accord ? Alors, je vais aller très très vite sur la suite parce que je n'ai pas le temps. On vous posera ces éléments. Voilà, je voulais juste vous faire deux petits messages ici. Voilà. J'ai encore 5 minutes. Vous me laissez 5 minutes ? 5 minutes. Alors, Samir, 4 mois, diarrhée fébrile depuis 3 jours, non invasive, pas de déshydratation. Et puis, comme il est petit, qu'il a une diarrhée fébrile, que la mère est inquiète, on prescrit un bilan. Et ça, hein, que vous soyez en ville ou que vous soyez à l'hôpital, quand l'interne te dit « je bilante », il faut se méfier. Surtout que nous, en France, on a ce qu'on appelle la feuille de bilan. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans une ambiance, il coche. Comme nous, ils sont sélectionnés à l'ECN en cochant, ils cochent, ils kiffent. Il dit, pour une fois, j'ai pas d'éléments qui vont me faire perdre des points. Alors, c'est des cocheurs fous. Et alors, il coche, il fait une NUM, 20 000 blancs, CRP 78, transat un peu élevé. Et puis, il me dit, mais ça existe une gastroentérite à rotavirus avec un syndrome inflammatoire et des perturbations du bilan hépatique ? Je lui dis, oui, ça existe. Ça existe et c'est même publié. Et je lui montre que, et je vous interdis évidemment hein, de faire un dosage du bilan hépatique devant une gastroentérite. Hein. Mais si jamais quelqu'un, de manière tout à fait inconsidérée, dose et trouve une élévation, vous dites, c'est normal, il a la gastro. Et dans 10 à 35% des cas, on a des éléments qui sont intéressants. Il me dit, ouais, mais c'est pas du jeu et tout ça, j'ai vu, parce que j'ai fait sur PubMed, tu as publié dessus, alors évidemment, tu connais bien le problème. Je dis, non, mais si même tu fais une écho pendant la gastroentérite à rotavirus, tu vois une stéatose hépatique. Une stéatose qui s'amende après la guérison de la gastroentérite à rotavirus. Il me dit, ah, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Il dit, j'ai dosé aussi l'amylase. Je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, je sais pas, j'ai coché. L'amylase était aussi élevée.
Je vous interdis de doser l'amylase. Hein. Mais au cas où, sachez, ça c'est les Turcs qui ont publié, hein, que l'hyperamylasémie est significativement corrélée à la gravité de la gastro-entérite. Bon, d'accord. Sauf qu'il continue à être fébrile, avec une copro négative. Bon. Et puis le lendemain, il a une fièvre qui commence à devenir importante, il est génial, il n'est pas bien. On lui fait une ponction lombaire qui trouve quand même une réaction lymphocytaire, et il me dit, mais il y a des gastro-entérites à rotavirus avec des méningites. Là, je commence à être quand même de moins en moins contenant, quoi. Et je lui dis, oui, c'est possible. C'est possible, on sait que par PCR, hein, on a jusqu'à 5% des rotavirus qui donnent des irritations méningées. Mais enfin, je suis quand même pas complètement à l'aise. Et puis, quelques heures plus tard, voilà l'enfant. Alors, je lui dis, non, là, le rotavirus, ça donne pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a, comme vous voyez, une sorte de boule. C'est pas les petites boules de la merde de tout à l'heure, là, c'est les grosses boules, quand même, qui lui soulèvent l'oreille, avec un déterminisme marginal qui est inflammatoire. Ici, on est dans le cadre carrément d'un adénoflegmon. Hein. On l'envoie chez l'ORL. L'ORL nous dit adénoflegmon, pour guider le diagnostic et la thérapeutique, on peut faire un prélèvement avec une ponction à l'aiguille sous anesthésie générale. Je lui dis peut-être que non. Donc je reprends. Il a une gastro-entérite inflammatoire persistante, il a un syndrome inflammatoire, il a une méningite aseptique, et il a un adénoflegmon, et il a 4 mois. Alors, le diagnostic, c'est lui qui va nous le donner. C'est pas le même, mais il avait le même diagnostic. Ça sert de vacciner contre le BCG. Pourquoi? Parce que quand il y a une réactivation du BCG, dans un contexte très évocateur, vous évoquez facilement le syndrome de Kawasaki, qui, comme vous le savez, peut tout à fait réactiver le BCG. Et puis, il a fait l'éruption le lendemain. Mais au moment où il a fait toutes ces histoires-là, il n'avait absolument pas d'éruption. Et je vous rappelle que dans le Kawasaki, 30% des cas avec un hydrocholécyste, c'est plus facile que d'avoir l'échographie cardiaque. Et tout ça pour dire que 30% des Kawasaki ont une diarrhée, donc devant toute diarrhée inflammatoire fébrile du nourrisson, évidemment, ce n'est pas la première cause qu'il faut évoquer, mais enfin, si ça se persiste, si en plus il a une petite jaunisse et si en plus il a une petite cytolyse, ça fait quand même des éléments qui méritent, à mon sens, que nous nous y attardions. Et je finirai, après avoir passé mon temps de parole, et j'en suis encore désolé, avec cette fille de 6 ans, asthénie, petit appétit, courbe régulière. Elle a vu 4 médecins, et là aussi, elle a gagné avec la télémédecine et la téléexpertise et mondoc.com plus docto, je ne sais plus quoi, qui a évoqué de manière très précise, un diagnostic très précis qui ne porte absolument aucun doute quant à son étymologie. Et la mère est arrivée pour me dire, mon enfant a le diagnostic de syndrome de fatigue chronique. Et là, je lui dis, ah ouais. Elle me dit, ouais, elle est fatiguée, c'est évident. Je lui dis, oui. Beau diagnostic. Et alors, pourquoi vous venez me voir? Elle me dit, elle a un petit appétit. Je regarde sa courbe, elle a une courbe régulière. Hein. Et à ce moment-là, je me dis, petit appétit, une mère qui veut absolument que son enfant soit malade, courbe régulière. Je me dis, est-ce qu'elle n'est pas déprimée, cet enfant? Et c'est vrai que quand on regardait, elle faisait un petit peu déprimée. Et puis, comme elle avait évidemment fait tous les bilans, je lis les bilans, vous savez que parfois, ils viennent avec 10 papiers. Je lis quand même, je feuillette, tout en me disant, je ne sais pas comment je vais lui annoncer qu'il serait intéressant qu'elle aille voir un collègue psy. Et là, je vois cytolyse à 2,5 fois la normale. Et puis IgG anti-EBV. Et là, elle me voit en train de regarder la sérologie. Elle me dit, oui, pendant longtemps, on a cru qu'elle avait une infection chronique à Epstein-Barr virus. Je dis, ah oui, ça fatigue quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bien fait de l'amener chez le psy. Avant de l'amener chez le psy, bien sûr,
faire la recherche d'une maladie cœliaque. La maladie cœliaque, hein, c'est maintenant, il y a de plus en plus de formes atypiques, donc de manière significative, et je reprends ce que je vous avais montré hier, vous voyez, c'est écrit tout en bas. Forme atypique des formes extra-intestinales de la maladie cœliaque. Toute perturbation du bilan hépatique chez un enfant qui est soit triste, soit asthénique, soit qui est affublé d'une maladie à Epstein-Barr virus, etc., qu'on soit au Maroc ou qu'on soit en France, faire des IgA et des IgA antitransglutaminase. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous rappelle que si on a des IgA antitransglutaminase à 10 fois la norme et qu'on a des IgA anti-endomysium positifs, il n'y a pas besoin de faire ni le HLA ni la biopsie. C'est une maladie cœliaque. Je vous remercie de votre attention.